Alors, nous aurons Christophe Grudler, je préfère le prévenir tout de suite. Il n'aura pas énormément de temps. Christophe Grudler, c'est un député européen qui compte au sein du Parlement européen. Il a créé un groupe informel sur le nucléaire, ce qui est très original et très courageux, parce que c'était dans une période où ce n'était pas si simple. Ce groupe démarre, il prend son envol. Il va venir nous expliquer un peu quel va être le rôle du Parlement européen maintenant, après avoir gagné la bataille de la taxonomie, pour gagner la bataille du marché. Donc, c'est un peu les questions qu'on lui a posées. Vous voyez, c'est très ambitieux. Alors, je te remercie d'être là. Tu es maintenant un fidèle des entretiens européens et nous aimons t'avoir. D'abord, parce que tu n'as pas la langue de bois, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Deuxièmement, tu es un battant. Troisièmement, tu crois évidemment à l'avenir de la technologie, et évidemment ça nous fait du bien, et tu sais très bien qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, et que peut-être il va falloir corriger les vices de notre marché pour pouvoir aller de l'avant. Tu as mené avec les autres une bataille épique pour gagner la taxonomie, mais la taxonomie n'aura d'effet, bien sûr, que s'il y a des projets nucléaires et que si les États publics où les entreprises publiques acceptent de faire entrer le privé dans les sociétés de projet, ce qui n'est pas encore gagné partout, n'est-ce pas? Et ce matin, Grossi nous disait, et le monsieur de l'ONU, d'ailleurs, que j'ai trouvé formidable, entre parenthèses, nous disait il faut inventer une économie publique-privée et il va falloir faire des partenariats publics-privés. C'est ma position aussi. Voilà, donc, voilà. C'est la tienne aussi. Alors, je voudrais te demander, maintenant que vous avez mené cette première bataille, comment tu comptes, toi, et quelques amis, avec notre soutien peut-être de la société, embarquer tout le Parlement européen dans la réforme du marché. On a des mesures d'urgence dont j'aimerais que tu nous dises quelques mots sur oui, elles sont bonnes, non, elles vont faire des effets pervers, certaines doivent être rediscutées, et comment on peut les inscrire dans une réforme de la concurrence sur le marché, ou tout simplement, est-ce qu'on peut ou pas, mais ce sera la deuxième question, sortir le nucléaire de la concurrence en faisant un statut particulier et en définissant ses missions. Alors, c'est déjà un paquet de questions. Merci Claude. Alors, comme pour la formation qu'on vient d'évoquer, on peut faire une conférence de 2 heures, donc je vais essayer d'être très pratique. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour la 20e édition. Je m'excuse d'être à l'heure, parce qu'en effet, j'ai une petite contrainte horaire derrière. Je suis vraiment navré, mais je tenais à être là. Et je dois parler effectivement de nucléaire, d'énergie ce soir à Rome. Donc j'ai un avion qui va m'attendre. Je ne pourrai malheureusement pas rester très longtemps. J'en suis navré. Alors, effectivement, n'oublions pas que les mesures qui ont été prises par la Commission européenne pour pallier la crise des prix de l'énergie, ce sont des mesures de court terme. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Des mesures d'urgence pour réduire la facture des Européens, si possible des entreprises, aussi les particuliers, parce qu'on sait que la grogne des gens, c'est quelque chose qui peut être de la dynamite en politique, et donc il fallait vraiment agir très rapidement sur ces questions-là. L'Europe doit agir en européen, l'Europe doit agir en créant en unité, et pas en créant des îlots qui pourraient un peu fragiliser le marché intérieur. Donc on doit réagir ensemble, et effectivement le problème sur le capage des prix, enfin les différentes mesures qui ont pu être prises sur le court terme, c'est que c'est clairement pas des mesures de long terme. C'est pour répondre à l'urgence. Donc, on doit, par contre, effectivement, réfléchir sur le plus long terme. Et pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose sur ces questions-là. La Commission travaille sur des nouvelles règles communes qui permettraient un marché fonctionnel, tout en permettant cette fameuse transition énergétique durable. Et ça me ramène toujours, évidemment, au nucléaire, puisqu'on a un objectif qui est le Green Deal, qui est la décarbonation en 2050, dire que c'est du long terme, ça, et que dans ce long terme, selon les plans de la Commission de 2019, il y a 15% de nucléaire dans le mix énergétique européen. Sinon, on n'arrive pas à décarboner en 2050. Donc, pour aller plus loin, il faut trouver un marché qui fonctionne sans une dépendance du gaz ou d'un autre fossile. Et à titre personnel, en tant que député européen, je pousse vraiment pour une réforme du marché de l'électricité qui permettrait de découpler les prix de l'électricité et du gaz. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions de merit order, de revenus qui peuvent être générés pour les renouvelables notamment à partir d'un prix du gaz très élevé, etc. Mais clairement, si on veut que ça marche, maintenant, il va falloir de l'électricité d'un côté et un marché du gaz et de l'hydrogène
qui est en train de monter et le gaz qui devrait baisser en volume pour l'avenir. Donc on travaille là-dessus. Moi j'ai entendu Ursula von der Leyen au mois de septembre nous dire qu'on va réformer ce marché de l'électricité. Donc ce découplage est déjà envisagé. Mais la question c'est comment ? Et puis à quelle échéance ? Puisque ces questions-là, ça ne se règle pas d'un coup de baguette magique. Le marché actuel, il fonctionne tel qu'on l'avait imaginé en 2016. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc maintenant, il faut simplement qu'on imagine très vite quelque chose de nouveau qui satisfasse l'intérêt de tous les Européens, et je pense en particulier aux entreprises, à notre industrie, parce que je fais partie de ceux qui croient que la consommation énergétique, ça révèle la richesse d'un pays. Ça révèle aussi de la croissance et de la richesse partagée pour tous. Donc il faut vraiment qu'on veille non plus à ne pas arrêter toute consommation énergétique qui ne serait bonne pour personne. Très bien. Alors, donc tu l'as dit, les mesures sont de court terme. On ne va peut-être pas prendre le temps, malheureusement, de revenir sur chacune d'entre elles, parce qu'il y en a qui vont contredire le long terme, à mon avis. Et en tout cas, est-ce que tu penses que aujourd'hui, la Commission a tenu compte suffisamment de la différence des systèmes nationaux entre nous et des inégalités profondes, je reviendrai sur le marché après, je terminerai par ça, les différences profondes, enfin les inégalités profondes existant entre nous, entre les riches et les pauvres des pays, on a des PIB très différents. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes mesures pour tout le monde? Et on n'a pas un peu l'impression, je le disais ce matin, que les mesures sont faites un petit peu pour sauver le soldat Allemagne, là. Et est-ce que la solidarité ne peut jouer que dans ce sens-là? Bon, l'Allemagne porte une responsabilité dans la crise qu'on connaît, puisque elle nous a imposé un modèle qui ne fonctionne pas, qu'elle a payé très cher d'ailleurs, entre parenthèses, qu'on a payé de sous-chaussée. Et aujourd'hui, il faut la sortir de là, parce que c'est le premier pays industriel d'Europe. Et les mesures, on a un peu l'impression quand même, elles sont portées par Mme von der Leyen, qu'elles sont quand même les mesures qui sont proposées par l'Allemagne. Est-ce que j'exagère, ou est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer un peu et tenir compte un peu plus de la solidarité dont on a besoin en Europe? Et que penserais-tu d'aller vers un pacte de solidarité énergétique entre les États? Alors, à 27, avec des États volontaires, comment ça pourrait marcher pour qu'on respecte les atouts des uns et des autres, leur niveau, leurs différences, et qu'on puisse avancer ensemble? Et puis aider les moins favorisés. Alors, c'est peut-être exagéré ce que tu dis, mais en fait, dans toute exagération, il y a un petit fond de vérité quand même qui existe. Mais ça me paraît un peu cocasse, alors que je viens de parler de solidarité entre pays, que voilà, je fasse du bashing contre l'un des 27, ça serait un petit peu embêtant. Mais effectivement, la crise a révélé des effets pervers dans les solutions qu'on a voulu trouver, sans tenir compte des différences de mix énergétique dans les systèmes nationaux. Puisque je vous rappelle quand même que la compétence énergétique, c'est la compétence des États. L'Europe fixe un cadre, la décarbonation, des objectifs climatiques, etc. Mais ce sont les États qui sont responsables des moyens qu'ils souhaitent utiliser pour parvenir à une solution. Alors le problème, c'est que la tentation, c'est que certains États veulent imposer leur choix énergétique au détriment des autres. Et tous les combats qu'on a pu mener au Parlement, notamment pour l'hydrogène bas carbone, avec un petit succès quand même ce matin, donc je pourrais vous parler si vous le souhaitez, mais sur l'hydrogène bas carbone, sur le nucléaire, la taxonomie, qui n'était pas finie, parce que j'ai lu l'intitulé de la rencontre. La taxonomie, il y a une semaine, elle a failli revenir sur le tapis. Heureusement que la commission jury a mis en minorité ceux qui voulaient handicaper le choix de la taxonomie. Mais on reste vigilant, effectivement, à tout niveau. Donc en fait, il y a beaucoup de débats sur le nucléaire au niveau européen. On rappelle sans arrêt que les États membres sont souverains. Moi, ça ne me dérange pas que l'Autriche ne veuille pas de nucléaire. À condition qu'elle laisse la France utiliser le nucléaire, qu'elle laisse les pays de l'Est qui veulent sortir du charbon utiliser le nucléaire pour décarboner leur production énergétique. Donc on doit trouver les bons ajustements. Alors là, je rappelle quand même que nous avons un traité européen qui s'appelle Euratom, qui a valeur de traité européen. Ce n'est pas un petit accord dans un coin. C'est un traité européen Euratom qui rappelle que chaque pays, État membre, est libre ou non de recourir à l'énergie nucléaire et qu'on ne peut pas s'y opposer. Et qu'on doit, vous connaissez tout ça par cœur, permettre les moyens d'une puissante industrie nucléaire dans l'Union européenne. Alors,
justement, au Parlement européen, on se bagarre pour travailler dans le respect des traités. Et moi, je veille notamment au respect d'Euratom. C'est notamment pour cette raison que j'ai créé au mois de décembre dernier un intergroupe au Parlement européen qu'on appelle intergroupe de réflexion sur l'avenir du nucléaire. Bon. Que les choses soient dites pudiquement, mais ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, le nom de notre groupe, c'est Marie Curie. Alors, ça te parle un peu, je sais que tu es sensible à Marie Curie. Donc voilà, donc c'est le thème qu'on a trouvé. Aujourd'hui, notre groupe, c'est 95 députés issus de tous les groupes politiques. Et aujourd'hui, les antinucléaires ne sont plus majoritaires au Parlement européen. Il faut juste simplement pas venir avec, je parle cash, hein, venir avec les gros sabots, je suis pro-nucléaire et vous? Bon, ça, il y a des chances que ça marche pas comme ça, mais avec un peu de finesse, avec un peu de, voilà, de sensibilité. Des fois, ça va mieux même de ne pas citer le mot nucléaire dans certains textes, mais que les effets du texte soient favorables pour la filière. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je revendique et que j'assume avec mon intergroupe, qui regroupe une quinzaine de pays. Là, la lettre qu'on a faite pour l'hydrogène bas carbone à la commissaire van der Leyen, parce qu'on nous interdit presque de fabriquer de l'hydrogène à partir du nucléaire, ce qui est quand même un comble. La lettre que j'ai fait signer, il y avait des Polonais, il y avait des Tchèques, des Bulgares, enfin une douzaine de pays, et des Allemands. Ah. 2 Allemands, du PPE et de Renew, ont signé ma lettre. Donc, si vous voulez, il ne faut pas aborder ça bloc par bloc. Bien sûr. Oh, voilà. Il faut jouer aussi sur le relationnel et puis faire progresser gentiment les idées. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons y arriver, être un petit peu dans la pédagogie là où les autres peuvent être dogmatiques. Voilà, donc il ne faut pas utiliser les mêmes arguments. Oui, c'est vrai. Enfin, quand l'Autriche nous met à la Cour de justice, par exemple, est-ce que, tu parlais d'Euratom, qu'elle ne respecte pas elle-même le traité, qu'elle nous empêche à l'intérieur, nous les gens du JRC nous disent pendant le travail sur la taxonomie qu'ils ont vécu un enfer, est-ce que c'est pas à nous de les mettre en cour de justice finalement, l'Autriche, si elle ne respecte pas? Non, parce que on peut ne pas citer le mot nucléaire, mais au bout d'un moment, il faut que les États respectent aussi les traités, y compris ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils fassent le choix pour eux-mêmes. C'est une chose, qu'ils empêchent les autres, c'est autre chose. Bon, on est d'accord. Oui. Non, mais tu fais bien de le relever. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait poursuivre l'Autriche. Si elle ne respectait pas les traités européens, moi, là, je veux dire, on condamne bien la France pour inaction climatique, ou, enfin, on condamne d'autres pays. Hein. Je ne veux pas stigmatiser la France non plus. Mais donc, on n'a pas peur de ça. Pourquoi ne pas condamner l'Autriche si elle ne respecte pas les traités? Et pour ta dernière question, quand même, sur le pacte de solidarité entre pays, c'est une idée qui doit être poussée, qui est d'ailleurs intégrée dans Euratom. Parce que Euratom permet des coopérations entre pays sans que tout le monde y soit impliqué. La seule réserve que je vois dans les textes actuels, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'argent européen en plus de l'argent des États membres. Parce que l'argent des Européens, des pays qui ne veulent pas de nucléaire, vont faire la tête, etc. Bon, on connaît, et on risque d'avoir d'autres difficultés derrière. Donc ça, c'est un système qui peut fonctionner sur le volontariat sans avoir besoin de l'unanimité des États membres. Et ça, je pense que c'est un point important à relever. Et donc, là, je travaille avec les collègues. Vous avez parlé des SMR là, juste avant. Je veux vraiment qu'en 2023, la Commission lance l'Alliance européenne des SMR. On parlait du partnership, le partenariat, parce que c'était moins... Bon. Mais pour moi, ça doit être une alliance. Et on doit trouver les moyens de s'organiser. Il y a aujourd'hui des projets français sur les SMR, mais il y en a en Italie, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en République tchèque. Donc un peu partout, les gens se mobilisent là autour. Je pense qu'au nom de cet esprit de pacte de solidarité, comme tu l'appelles, des pays qui ont envie d'aller plus en avant que les autres doivent être capables de le faire sans avoir un accord unanime du Conseil sur ces questions-là. Donc on va travailler là-dessus et j'espère que... C'est encore une autre idée. Tu parles des coopérations. On aura des coopérations renforcées sur des thématiques nucléaires comme le SMR, qui progresse bien, puis si on tarde de trop, les Américains vont venir avec leur technologie, comme d'habitude, on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Donc il est temps de structurer ça au nom de notre autonomie stratégique, qui est aussi un mot très important dans l'Union européenne. Voilà. Alors, dernière question, parce que ça va très très vite. Alors, pacte de solidarité et coopération renforcée, c'est pas tout à fait la même idée, hein. Mais on aura le temps de la creuser, on va pas le faire tout de suite, on en reparlera bien sûr. Nous, c'est une idée qu'on porte depuis 15 ans avec Philippe, le pacte de solidarité, et on avait fait des propositions très concrètes. On le pensait un pacte énergétique. On est en train de rabattre un peu sur un pacte de solidarité électrique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais, et on pensait
avec toute la communauté, à 28 à l'époque. Là, on pense en traité volontaire. Bon, on a mis un peu d'eau dans notre vin, évidemment, parce qu'il faut avancer pas par pas. Effectivement, il faut aussi avoir l'intelligence du combat quand il est aussi compliqué et qu'il faut quand même avancer. Voilà. Et la dernière question, mais on aura la table ronde là-dessus. Je vois que Nicolas est arrivé. Bonjour Nicolas. Donc aujourd'hui, les États ont des projets, il va falloir les financer. On sait qu'on entre dans une crise grave. Philippe nous a fait une démonstration formidable ce matin pour nous en faire prendre la mesure au niveau macro. Ils n'auront peut-être pas les moyens de mettre la main au porte-monnaie, et puis les poches sont pas aussi profondes qu'on veut bien le croire. Donc, comment mobiliser des investisseurs publics et privés et institutionnels dans des montages financiers importants? Aujourd'hui, ils doivent passer sous les fourches codines de la DG Comp. Ah bah si, alors elle en accepte, elle a accepté le CFD, elle a accepté la Hongrie, elle a accepté... Donc c'est bien, mais c'est long, c'est cher, ça prend du temps. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'aller vers un marché qui éviterait au nucléaire, justement, d'être obligé de demander l'autorisation à la concurrence pour pouvoir avancer? Donc il y a deux idées derrière, une harmonisation des licences à l'échelle européenne, mais il y a surtout aussi le problème que le nucléaire soit reconnu comme un bien public et un statut de service d'intérêt général européen. C'est possible aussi dans les traités, c'est pas utilisé par les États. Pourquoi? Et est-ce qu'on ne pourrait pas relancer et mobiliser sur cette idée? Ce sera ma dernière question, et puis il y aura peut-être une ou deux questions de la salle. Alors, donc, effectivement, le SIEG, comme on dit, ça fait partie des traités de fonctionnement de l'Union européenne. Après, je pense que c'est plutôt au niveau des États membres qu'il faut voir, effectivement, si c'est pertinent ou pas, et notamment poser la question à la France directement. Plus globalement, la difficulté de mobiliser des fonds sur le nucléaire, elle repose sur le fait qu'aujourd'hui, mis à part la directive sur les aides d'État, qui permet là d'autoriser les États à aller financer du nucléaire, et mis à part la taxonomie, les aides d'État, enfin la directive sur les aides d'État, c'est le fonds public, et la taxonomie, c'est les fonds privés. Donc là, les deux accords, on va dire, que le Conseil a pu trouver pour trouver les financements sur le nucléaire. Bon, je pense que mobiliser des fonds privés, ça peut être extrêmement important. Donc cette taxonomie est pour moi pas quelque chose dans un coin, c'est quelque chose de majeur. À partir du moment où on saura assumer, à partir du moment où des banquiers ou d'autres seront dit, voilà, vous, citoyens français, allemands ou autres, vous souhaitez soutenir le nucléaire? Allez placer votre argent sur le nucléaire. Vous, petites sociétés, fonds de pension, allez mettre l'argent sur le nucléaire. Donc il y a un devoir de préconisation qui me semble extrêmement important. Puisqu'on parle de la DG Compte, ça me semble extrêmement important d'insister sur le fait qu'il faut lui donner beaucoup plus de moyens. On va être d'accord. Parce que, je veux dire, moi j'ai eu l'occasion de pousser un coup de gueule, vous connaissez mon franc-parler, dire qu'en 2020, Madame Simpson, Monsieur Breton, nous annoncent l'Alliance européenne de l'hydrogène propre, juillet 2020, qu'on va accélérer, c'est extrêmement important l'hydrogène, dont l'hydrogène bas carbone, c'est hyper important, en juillet 2020 on accélère, puis là on est en septembre 2022, octobre 2022, pardon, on ne sait plus comment on vit, voilà, il reste encore des projets à notifier sur l'hydrogène. Il a fallu près de 3 ans pour que la DG Compte ait les personnels à mobiliser pour répondre à chaque État membre, pour dire « Ok, on est d'accord sur ce projet » ou « On n'est pas d'accord ». En fait, si on parle d'accélération, et Frans Timmermans, le vice-président de la Commission, avec REPowerEU, a encore parlé d'accélération, si on accélère, il faut aussi donner les moyens à la Commission de pouvoir rendre plus rapidement ses avis, ou alors ne pas avoir besoin de sa notification. C'est-à-dire, voilà, on envoie et puis c'était bon. ma question. Et on ne va pas y répondre maintenant parce qu'il y a ton collaborateur qui me fait des signes, désespéré, donc on te libère. Tant pis pour les questions à Christophe Grudler. Alors, il doit s'en aller, il doit prendre l'avion. Vous pouvez toujours me poser... Mon bureau qui est ouvert au Parlement européen. Vous m'envoyez un message, on peut se voir. En général, il n'y a pas une réunion énergie. Allez, vas-y, fonce. Je vous remercie. Je vous souhaite un bel anniversaire pour ces 20 ans. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir.